Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette conférence annuelle qui est effectivement la 3e que nous co-organisons avec l'Agence Jeunesse et Sport sur un thème qui cette année est très fort, très engageant, qui est le thème du numérique. C'est un thème très particulier parce que, effectivement, le numérique, et on l'a vu déjà depuis de nombreuses années, est plus qu'un simple outil. C'est quelque chose qui transforme nos vies, qui transforme nos manières de voir le monde, qui nous transforme, nous également. On en parle beaucoup pour nos jeunes, pour les adolescents notamment, de plus en plus pour les petits-enfants. Mais nous sommes nous-mêmes également concernés par cet outil qui a littéralement bouleversé nos vies. Donc c'est pour ça que nous avons choisi ce thème-là, parce que c'est un thème qui nous bouleverse, qui nous transforme, et également parce que c'est une des 4 priorités du programme Erasmus+, sur la période 2021-2027. Et à travers cette priorité, nous sommes invités à innover, à renforcer nos compétences, à imaginer également d'autres formes de collaboration pour que l'éducation, la formation et la jeunesse puissent pleinement tirer parti de cette opportunité et qu'au-delà de la concevoir ou de le concevoir comme un danger ou une crainte, eh bien que nous l'abordions de manière, j'ai envie de dire, éclairée et que nous puissions travailler ensemble sur ce sujet. Alors, nous sommes extrêmement nombreux aujourd'hui, puisque nous sommes près de 300 participantes et participants, venus certes de toute la France, mais aussi de 14 pays européens. On me les a cités, la Roumanie, l'Allemagne, la Lettonie, le Portugal, l'Autriche, l'Espagne, la Pologne, la Slovénie, vous pouvez applaudir à chaque fois, hein, la Croatie, la Finlande, la Slovaquie, la Grèce, l'Islande et bien sûr la France. Vous pouvez aussi vous applaudir. Et l'île d'Oléron me dit Mathieu Romégus. Donc effectivement, nous sommes au moins 2 représentants. Permettez-moi de souligner combien cette diversité géographique est une richesse et reflète ce que l'Europe a de mieux au quotidien, une mosaïque de culture, de perspectives, d'expertise qui, lorsqu'elles se rencontrent, ouvre de nouveaux horizons. Autant d'opportunités pour créer des liens durables, imaginer des collaborations inédites, faire émerger des projets structurants, et je suis sûre que cet après-midi, nous allons avoir plein d'idées ensemble, au service de nos publics, qu'ils soient élèves, étudiants, apprentis, jeunes, enseignants, moins jeunes également, formateurs, acteurs associatifs ou professionnels de la mobilité. L'édition de cette année revêt une importance particulière parce qu'elle s'articule autour de 2 temps forts complémentaires qui témoignent de la dynamique actuelle du numérique dans l'éducation, dans la formation et dans la jeunesse. Tout d'abord, nous aurons un moment dédié aux établissements d'enseignement supérieur autour de l'initiative de la carte étudiante européenne. Ce projet emblématique continue de transformer les mobilités étudiantes en Europe puisqu'il accélère leur digitalisation, simplifie les démarches, renforce la coopération entre établissements, mais surtout, il rend plus fluide et accessible l'expérience des étudiants en mobilité. Ensuite, les 3 et 4 décembre, c'est-à-dire demain et après-demain, cette conférence se prolongera par ce qu'on nomme traditionnellement un TCA et en français dans le texte, 2 journées d'échanges approfondis où les délégations européennes pourront rencontrer des organisations françaises issues de l'éducation, de la formation professionnelle, du secteur de la jeunesse et de la société civile. Ce sera une occasion rare d'entrer au cœur des pratiques françaises, de confronter nos approches et d'identifier ensemble des pistes de collaboration au-delà même du cadre de cette conférence. Avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier et exprimer toute ma gratitude à celles et ceux qui ont rendu cette journée possible,
Merci au personnel de l'Agence Erasmus France, Éducation Formation, à commencer par Christelle Couette-Hamet, où est Christelle? La voilà, qui porte littéralement cette conférence au sein du cabinet qui est piloté par Valérie Courèche, que je remercie également, et bien sûr l'ensemble des équipes qui ont participé à l'organisation de cette journée. Merci également à l'Agence Erasmus France, Jeunesse et Sport, puisque effectivement c'est la 3e année, Mathieu, que nous co-organisons cette conférence annuelle, pour la confiance mutuelle, pour l'énergie investie dans la préparation de ce programme dense et inspirant. Merci aux intervenants, merci aux experts, aux modérateurs, aux animateurs d'ateliers qui ont accepté de partager leur expérience, leurs recherches, leur vision, parce que leurs contributions sont absolument essentielles. Ce sont vos paroles, vos analyses qui vont donner du sens, un sens vraiment fort à cette journée. J'adresse un remerciement tout particulier aux intervenants de la table ronde qui suivra dans quelques instants et dont les intervenants nous aideront à poser les premiers jalons de notre réflexion commune. Merci enfin à vous, chers participants, qui avez fait le déplacement quelquefois depuis très loin. Votre présence témoigne de l'intérêt grandissant pour les enjeux du numérique, mais aussi et surtout de cette volonté de collaborer, de coopérer, de s'informer, d'échanger, de construire ensemble cette Europe de demain. Alors, je vais laisser la parole à Mathieu Roumégous. Mathieu, peut-on parler de stratégie européenne en matière de numérique? Bien, chère Nelly, c'est une excellente question et je te remercie de me la poser. Effectivement, oui, on peut parler de stratégie européenne en matière de numérique et c'est véritablement une priorité pour l'Union européenne et une stratégie, une priorité qui s'appuie sur des chiffres issus d'une étude de 2024 qui montrait qu'en 2024, 97% des personnes âgées de 16 à 29 ans dans l'Union européenne avaient déclaré utiliser Internet quotidiennement. Et quand on se rapporte à la population totale, on arrive à 88%. Donc c'est des chiffres qui ne sont pas vraiment étonnants, mais des chiffres qui soulignent le fait que cette transformation numérique, elle constitue un bouleversement global pour l'ensemble de la société. Mais quand on regarde précisément sur les jeunes, on voit que l'impact de cette transformation numérique, il est amplifié. Donc pour les jeunes générations et une transformation en profondeur de l'ensemble de leurs interactions sociales qui contribuent à leur éducation. Donc à partir de là, l'Union européenne a décidé d'en faire une véritable stratégie, une stratégie qui a plusieurs objectifs, notamment l'objectif que les citoyens soient au cœur de la transformation numérique et que la technologie serve et profite à toutes les personnes qui vivent au sein de l'Union européenne. Et donc l'idée, c'est que le numérique donne aux jeunes les moyens de concrétiser leurs aspirations en toute sécurité et dans le plein respect de leurs droits fondamentaux. Donc à partir de cette stratégie aussi, le constat que formule l'Union européenne, et le constat évidemment que l'on peut tous formuler, c'est que le numérique est omniprésent dans nos vies et que ça constitue véritablement un enjeu majeur, et en particulier dans le domaine de l'éducation, et je dirais vraiment dans l'éducation, dans toutes ses facettes, que ce soit formelle ou non formelle, d'où l'intérêt aussi d'organiser cette conférence en commun entre les deux agences Erasmus+. Donc on le sait tous aussi, le numérique, et tu l'as dit Nelly, c'est un domaine qui offre de nombreuses opportunités aux jeunes, de nombreuses opportunités en général, en matière économique d'abord, mais aussi sur plein de sujets comme l'accès à l'information, l'accès à la culture, l'accès aux loisirs, aussi pour les opportunités d'apprentissage ou les opportunités d'engagement, donc beaucoup d'opportunités, mais on le sait tous également, donc c'est un secteur qui présente un certain nombre de risques, risques sur l'attention par exemple, risques aussi sur la désinformation, sur le cyberharcèlement, risque aussi de diffusion de contenus dégradants. Et voilà, ce sont des risques qui sont très fortement relayés par les médias, et on a beaucoup de données sur les effets qui peuvent être délétères aussi du numérique, notamment sur la santé mentale des jeunes. Pour donner quelques exemples chiffrés aussi, sur le harcèlement en ligne via les réseaux sociaux, on a environ 1 adolescent sur 6 qui déclare avoir été victime de cyberharcèlement. On a même 1 adolescent sur 8 qui avoue avoir été l'auteur à un moment ou à un autre de cyberharcèlement. On sait aussi que l'utilisation excessive d'appareils numériques, ça peut exacerber le stress, la dépression, le sentiment d'isolement. Donc un sujet qui est aussi vraiment facteur de risque. Et je me rends compte que je suis en train un peu de plomber l'ambiance de cette conférence qui était devenue assez festive. Donc je vous prie de bien vouloir m'en excuser, et peut-être pour redonner un peu
positif à tout ça, donc facteur de risque effectivement, mais nous on a un vrai rôle en tant qu'agence Erasmus+, en tant qu'entité qui met en œuvre le programme Erasmus+, et notre rôle c'est véritablement de doter les jeunes citoyennes et citoyens de l'ensemble des compétences qui peuvent être associées à la transformation numérique, donc des compétences techniques pour appréhender les mutations du marché du travail, des compétences sociales aussi adaptées à un environnement numérique dans lequel ils évoluent quotidiennement. Et donc c'est vraiment notre rôle en tant que promoteur ou entité mettant en œuvre le programme de faire en sorte que le numérique soit un levier et un atout. Et si on se focalise un peu aussi sur le volet jeunesse du programme Erasmus+, on peut dire qu'on a un véritable rôle à jouer là-dedans, un volet jeunesse qui promeut le numérique comme levier d'inclusion, de citoyenneté, d'innovation au service des jeunes. Un volet aussi qui soutient le développement des compétences pour réduire la fracture numérique, la digitalisation des pratiques éducatives dans le champ non formel et aussi la promotion d'un usage éthique et responsable du numérique. Au sein du programme Erasmus+, aussi, donc on peut soutenir des projets qui offrent des espaces d'échange pour les jeunes, pour les acteurs de jeunesse, dans un contexte où c'est un sujet qui est vraiment partagé dans toute l'Europe. Donc tout ça pour dire que je me réjouis également d'ouvrir cette conférence à tes côtés. Donc comme tu l'as dit, pour la 3e année consécutive. Les 2 années précédentes, on avait traité d'autres priorités du programme, le développement durable l'année dernière, la participation des jeunes à la vie démocratique et citoyenne l'année précédente. Et donc on continue notre tournée des priorités en traitant cette année de la transformation du numérique. Donc je m'associe évidemment à tes remerciements aux équipes des 2 agences qui travaillent depuis plusieurs mois sur l'organisation de cette conférence. Et je ne doute pas que ça va être un véritable succès. Donc, premier succès en tout cas qu'on peut matérialiser, c'est la présence très nombreuse de participantes et de participants aujourd'hui. Donc voilà, je ne doute pas évidemment que tout le monde partage ici la conviction que la transformation numérique présente un enjeu majeur pour la société. Et si vous êtes présents aujourd'hui, c'est véritablement que vous vous êtes saisis, vous vous saisissez du programme Erasmus+, pour penser collectivement, pour penser, pour expérimenter l'éducation par et pour le numérique. Et donc voilà, j'espère que pendant cette journée de conférence et les 2 jours qui vont suivre de TCA, vous allez avoir le temps de réfléchir, de partager vos réflexions pour amplifier, diffuser et consolider vos bonnes pratiques. Et donc à propos de bonnes pratiques, Nelly, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la manière dont ces bonnes pratiques vont être discutées pendant cette journée et les jours qui suivent? Tout à fait, Mathieu. Donc déjà, je vais faire un petit quiz. Donc vous avez bien compris qu'on traitait là une 3e priorité. Alors l'année prochaine, le thème, ce sera quoi? Personne n'a suivi. Oh. Bon. Par déduction, il y a une bonne réponse. L'inclusion. Excellent, mademoiselle Valérie. Voilà, parfait. Donc effectivement, en 2026, nous traiterons du thème de l'inclusion. Et en 2027, alors j'ai pas envie de dire le 15 juin précisément, parce que le 15 juin, il risque d'y avoir des élections en France, c'est bien ça? Bon, en tout cas, le 15 juin, c'est la date de naissance du programme Erasmus+. Et le 15 juin 2027, Erasmus+, fêtera ses 40 ans. C'est jeune. Voilà, c'est jeune, très jeune. Très, très jeune. Et donc, voilà, donc vous pouvez déjà l'inscrire dans vos tablettes. Pour revenir à cette journée, 5 ateliers thématiques vont structurer cette journée. Un premier atelier qui sera consacré au numérique d'intérêt général et qui explorera les questions d'inclusion numérique, de soutien aux personnes vulnérables et les pistes de coopération européenne pour un numérique plus éthique, plus durable et au service de tous. Le 2e atelier sera consacré aux plateformes numériques Erasmus+, EPAL, e-twinning, pour comprendre comment elles transforment l'innovation pédagogique, facilitent la recherche des partenaires et permettent de faire émerger des communautés de pratiques à l'échelle européenne. 3e atelier, un atelier qui sera animé par le Salto digital, centré sur les cadres européens de transformation numérique. Donc un Salto, c'est un lieu de ressources pour l'ensemble des agences Erasmus+. Nous avons au sein de l'agence
Erasmus France, Éducation Formation, le salto développement durable, mais il y a également un salto digital qui traitera des usages pédagogiques de l'intelligence artificielle et de toutes les ressources mobilisables dans les projets. 4e atelier, un atelier sur la formation de citoyens connectés qui questionnera le rôle du programme Erasmus+, dans l'éducation aux médias, l'éducation au numérique, l'esprit critique, la résilience, la participation civique et l'engagement des jeunes en ligne. Et le 5e atelier sera un atelier dédié au bien-être numérique des jeunes. Mathieu, tu en parlais, c'est devenu un enjeu crucial, absolument central, pour prévenir les risques liés à l'hyperconnexion, pour accompagner du mieux possible les jeunes vers un usage responsable et équilibré du numérique. Ces ateliers reflètent un constat partagé. Ce n'est plus un sujet périphérique ni une simple question d'outils, mais bien une transformation en profondeur de nos sociétés. Cet après-midi, à partir de 15h, nous aurons également le plaisir de procéder à la remise de prix européens, dont plusieurs lauréats, dont les projets ont retenu notre attention, sont dans la salle aujourd'hui. Ce sont des initiatives absolument exemplaires qui montrent ce que le programme Erasmus+ permet lorsqu'il s'appuie sur le numérique pour transformer des pratiques, favoriser l'inclusion, développer la créativité, etc., etc. Je félicite par avance toutes les équipes lauréates. Leurs projets sont la preuve que l'Europe se construit à travers des expérimentations locales, des idées audacieuses et des engagements quotidiens sur le terrain. Donc vous pourrez bien sûr échanger avec l'ensemble de ces équipes et des lauréats présents. Nous avons également le plaisir de présenter un autre recueil de projets, Transformation numérique, issu des réalisations les plus inspirantes que nous avons pu observer cette année. Donc c'est aussi un outil concret pour vous inspirer, vous donner des idées, vous projeter, en espérant qu'il vous accompagnera dans vos futurs projets et nourrira cette dynamique collective. Voilà, alors cette conférence est un moment rare, celui d'une rencontre entre tous les acteurs venus de toute l'Europe, portés par des valeurs communes et un même désir d'agir. Je vous souhaite des échanges riches, stimulants, inspirants, de belles rencontres et pourquoi pas l'émergence de futurs projets Erasmus+, au niveau européen. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence et votre attention. Merci beaucoup. Un grand merci, Mathieu, pour cette ouverture qui nous plonge dans l'ensemble des thématiques de cette transformation numérique et nous met en appétit pour la suite. Thank you, Nelly. Thank you, Mathieu. A quick reminder of this morning's schedule. So we'll be starting in just 1-2 minutes with our roundtable. No need to move. It'll take place here in the same room. Then, as Nelly was mentioning, as of 11:15, you will be invited to join your thematic workshop. Now, if you can't remember which workshop you registered for, because I know it was a couple of weeks ago, no need to panic. You can either find it on the Digit event platform or on the posters that are displayed on the walls as you are leaving this room. So each workshop is listed with the names of the participants. These workshops take place on the ground floor, the first floor, and the third floor. We're here on the second floor. And we also have hostesses who are here to guide you if ever you have problems finding your room. And then at 12:30, time for lunchtime, a cocktail, a reception, a moment to get to know the other conference participants, and as Nelly was mentioning, maybe meet your partners for a future Erasmus Plus project. Et à 13h30, ce sera donc le retour des ateliers thématiques qui se tiendront dans les mêmes salles que ce matin. Vous pourrez faire la deuxième session sur laquelle vous êtes inscrits. Après la pause café,
qui aura lieu de 14h45 à 15h15. Ce sera l'heure de la remise des prix, comme l'a évoqué Nelly tout à l'heure. Et à ce moment-là, nous vous inviterons à revenir dans la salle plénière, salle au sein de laquelle il y aura la cérémonie qui vous réserve de très beaux moments autour de ces projets choisis inspirants. Et puis nous resterons à 16h30 dans cette salle pour la plénière et la restitution de l'ensemble de nos ateliers avec une journée qui doit se terminer a priori à 17h30. Thank you, Delphine. Just one detail amongst you, there are some participants who are called ESCI, European Student Card Initiative, and you have a slightly different agenda, a slightly different timetable than the other participants. So just check your badge on the verso part. After this morning's roundtable, you will stay here in this plenary room for a joint plenary session, and then you will have lunch all together, and then you will be joining your workshops on the first floor, where you will spend the afternoon for your feedback session as well. Merci Glenda. Nous vous proposons maintenant, pour faire la transition vers notre table ronde, de regarder une petite vidéo sur notre priorité numérique. Avec le projet Dominos 1 et 2, nous avons voulu digitaliser des outils pédagogiques pour les étudiants en santé, avec le soutien d'Erasmus+, que ce soit les jeux sérieux, que ce soit une plateforme, un Moodle qui soit vraiment dédié au projet et qui permette en fait d'avoir tout un écosystème. Notre objectif principal est d'accompagner la transition numérique, de faciliter aussi l'inclusion, les études des étudiants en santé et finalement aussi c'est de travailler ensemble, main dans la main, à l'échelle de l'Union européenne. Le projet Connaître nos identités numériques a mobilisé 3 lycées européens. Le cœur de nos activités, c'était de mettre les étudiants en lien avec nos Fab Labs locaux. Cette expérience, ça m'a permis d'apprendre plein de choses sur la programmation, sur la robotique. Et là, ça a encore plus approfondi ce que je savais et ça m'a encore plus poussé dans ce que je veux faire plus tard. Chaque année à Sisi, nous envoyons plus de 1000 étudiants à l'étranger. C'était pour nous normal de leur proposer une solution adaptée, simple, fluide, qui leur permet aussi de réduire le stress lié à cette mobilité à l'international. C'est ainsi que l'école s'est dotée en 2017 d'un outil numérique, Mobility Online, qui permet une digitalisation de tout le processus de mobilité. Les étudiants peuvent se connecter, voir nos partenariats à l'international, candidater et télécharger tous leurs documents du début de la mobilité jusqu'à la fin. Nous voulons aller encore plus loin dans la digitalisation, dans le numérique, puisque pour nous, c'est la solution pour fluidifier les échanges. Et voilà, Glenda, si nous lancions notre table ronde. Exactly. During this roundtable, we will be discussing the importance of Erasmus Plus as the priority of digital transformation. We will exchange viewpoints about a number of topics, such as how digital transformation may be a driver of competitiveness within the European Union, the role of Erasmus Plus in supporting its stakeholders in their role with digital transformation, how to try and ensure that technological innovations contribute as a positive rather than a negative divisive factor within our society, and also how to protect our capacity for critical thinking, especially with the explosion of artificial intelligence. We'll finish with a question looking forward to the future and hopefully a positive, hopeful outlook for us all. So without further ado, I'm delighted to introduce one by one our speakers for the roundtable, and for that I will invite Matjaž Gruden to join us on stage. Erwan Paitel, inspecteur général de l'éducation, de la recherche et du sport, représentant de l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique. And Alexandra Hanna Licht, Policy Officer for the Higher Education at the European Commission. Et Pasi Silander, le directeur du centre de ressources présenté tout à l'heure par Nelly, le centre de ressources sur le digital, qui est également conseiller éducation.
And finally, last but not least, Andreea Scrioșteanu, I hope I'm pronouncing it correctly, Vice-President of the European Youth Forum. Welcome. And Matjaž, if we start with you, Director for Democracy at the Council of Europe, would you like to introduce yourself with a couple of words? Yes, thank you very much. You already mentioned my title, which I think is probably one of the most pretentious in international institutional architecture, and I'm not mentioning that just because I like the sound of it, but mostly because that title, Directorate for Democracy, reflects the paradigm relatively recent in the Council of Europe's work on how to sustain democracy, defend democracy in these challenging times. And it is based on the different areas which are under the responsibility of that directorate, starting with youth policies, education, civic education, culture, media freedom, and civil society. So I'm very pleased to be here as the Director for Democracy. Was clearly being invited by the Erasmus Plus agency is a great opportunity to exchange, because I think the Erasmus clearly follows very much the logic, the philosophy of intervention, which we also support and conduct in the Council of Europe. My second pleasure for being here, I have to mention that, is to be in Nanterre University, because there's a historic link between that university and what we've been doing for years at the Council of Europe. We'll be celebrating 50 years of something which is called co-management, basically bringing young people into decision-making process in our organization on all areas related to youth policy. And I think we are still the only international organization doing that. But what is less known, that this has started as a response to the student riots in Paris in 1968, where the government said, okay, we need to do something to respond to that eruption of frustration and anger and demand for change. And what is perhaps less known, except here, is that the student protest in 1968 started when Daniel Cohn-Bendit was expelled from this university for allegedly spending too much time in women's dorms. So we have been for more than 50 years honoring the commitment, the courage, the engagement, the energy of Daniel Cohn-Bendit and others that started here at the Nanterre University. And I think before I say anything even more inappropriate, because clearly 1960s, make love, not war, was not just a slogan, I'll stop here. Thank you. Thank you very much, Matjaž. Erwan. Bonjour Glenda, merci Nelly, merci à toutes et à tous d'être présents. Tout d'abord, donc je suis inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, ce qui m'amène à réaliser des rapports sur les politiques publiques en France, le plus majoritairement dans le cadre de missions diligentées par nos ministres, soit de l'éducation nationale, soit de l'enseignement supérieur. Il se trouve que j'audite aussi l'agence Erasmus régulièrement depuis quelques années. Et puis je suis aussi là en tant que représentant du comité directeur de l'Observatoire international des impacts du numérique et de l'intelligence artificielle, qui est un observatoire canadien, québécois en l'occurrence, et qui regroupe l'ensemble des universités québécoises francophones dans le cadre d'une mutualisation de leurs recherches pour travailler sur les conséquences donc, des sujets du numérique et de l'intelligence artificielle, en collaboration avec des laboratoires internationaux et en particulier européens. Et donc ça fait plusieurs années, 2 ans maintenant que je fais partie de ce comité directeur, qui plus est aussi dans le cadre de tâches personnelles qui m'ont amené à être partie de la commission interministérielle sur l'intelligence artificielle en France, et aussi associé à une mission sur les conséquences de l'IA dans le système éducatif. Donc voilà, merci beaucoup. Merci. Alexandra. Yes, hi, thank you very much. My name is Alexandra Licht. I'm a policy officer in DG Education and Culture in Brussels in the European Commission. Specifically, I work on the European Student Card Initiative, which is a flagship initiative of the Commission, bringing together digitalization, innovation, simplifying student mobilities for studies by empowering institutions to use digital tools, and also by providing more accessible services for students through the European Student Card. So this is from my side, and I'm very happy to be here also as a part of the ESCI Day organized by our colleagues here from the ESCI team.
It's a great pleasure as we're very happy to be part of this conference and also as a second Eskide in France. As last year we had the first edition, so I think it's an honor for me to be here. It's a pleasure to be part of this bigger conference and see how the European Student Card Initiative comes together with other initiatives in the national agency and in general in France. Thank you. Thank you, Alexandra. Pasi. Hello, and I'm Pasi Silander from Salto Digital, and it's really my pleasure to be here to promote the digital transformation as a priority in Erasmus Plus and ESC programs. Salto Digital is a knowledge hub between the policy and practice, so we support NAs and beneficiaries to implement the policies, and we also support the policymakers to provide information about the digital priority and how the digital transformation is implemented. But so wonderful to be here. Thank you, Pasi. Andreea. Hello, good morning, everyone. I'm Andreea Scrioșteanu, coming from the European Youth Forum. I'm very glad to be here as well. So to say, to put the young people in the middle of the debate where we need to be, talking about the future of Erasmus. We are a youth-led organization. We are the largest democratic youth-led movement in Europe, gathering together national youth councils and international non-governmental organizations. And we all debate a lot about what it means for young people to be at the center of Erasmus. This is why I'm very glad to discuss with you more today about our campaign, More Erasmus, More Europe, but later you will find out more details. Thank you. Thank you, Andreea. Nous allons commencer par une question dont tous les termes ont déjà été abordés par nos intervenants, et notamment autour des compétences. Comment renforcer les compétences numériques des acteurs de l'éducation, de la formation, de la jeunesse, pour que la transformation numérique soit un facteur de compétitivité pour l'Union européenne? Matjaž, comment la transformation numérique impacte-t-elle le travail du Conseil de l'Europe sur la citoyenneté et la participation démocratique? Thank you very much for the question. I think I'll turn it around because I think it more reflects how we see and approach things. It's more like how the Council of Europe work on digital citizenship impacts digital transformation in our societies rather the other way around. I think that what we bring to the table in that collective effort that involves really a number of players is more than 70 years of experience when it comes to education, civic education, youth work, extremely important, of course. Secondly, our role as the guardian of the European Convention of Human Rights, ensuring that everything we do in terms of policy is in line, and is not only in line, but also supports and sustains societal norms that are based on those values. And thirdly, 46 member states that are then come to the organization to exchange their practices, the good solutions that they already exist. What we do is we intervene in 3 levels. The first one is, of course, identifying problems and proposing policy solutions. The second one, already mentioned, exchanging good practices, not to try to reinvent the wheel on everything. And thirdly, producing very concrete, very practical tools and instruments and support, not just to governments, but also to education professionals to support them in their work. And when it comes to digital citizenship education, the latest one that came from the 2025, which is the year of the European Year of the Digital Citizenship Education, as an example, is a DCE planner with almost 80 topics that are there to help educators, professionals, teachers, school principals integrate DCE into school curriculum. I just say to reflect, because I'm not going to give you references to all the different activities. You wouldn't be able to retain it, but you can look them up. But the philosophy of it, of our approach to DCE, digital citizenship education, we started with it about 2016 more seriously, but it really took, it got accelerated at the ministerial conference in Paris, nearby, of course, in 2019. And we invited a keynote speaker
This is as subversive as bureaucracy ever gets. We invited as a keynote speaker Gerfried Stocker, who's the director of the Ars Electronica in Linz, to speak to the ministers about what it takes to have effective citizenship education. And he said 4 or 5 things, and I'll finish with that. The first one he said, it's technology. You have to understand technology. It's not that every kid should become a programmer, but you have to understand what's in the box to prevent being used by somebody through that box. Secondly, it's about values and skills and competencies for democratic culture that we have developed in the Council over the years. We have the whole system, look at them up, but I think it comes down the 2 principal ones, critical thinking and empathy. If you manage those 2, you can reach all the others and handle that. Both, of course, cognitive and emotional empathy. Thirdly, you need knowledge, the classical knowledge, the geography, languages, and as much as it pains me remembering my school days, I think kids should still learn physics and chemistry and math, because you won't have critical thinking without knowledge. And you facilitate that perversion of the notion of critical thinking, which is now for many people based on the rejection of knowledge and expertise and facts and science. And fourthly, what you need is art, is culture. Perhaps paradoxically, but not so, because in that rapidly transforming world, it is the art and culture that is the source of creativity and innovation, but also an extremely important means of exchange, learning, reflection, comment, that is absolutely essential to manage that digital transformation. So basically, what we try to do reflects all these different elements, not what we try to do, what we are doing, reflects all these different elements. I won't go to the details, but so for now, just as much. Thank you. Merci beaucoup, Matjaž. Erwan, question un peu différente. Quelle tendance voyez-vous dans l'adaptation des systèmes éducatifs pour répondre aux enjeux de compétitivité ? C'est une question certes un petit peu différente, mais qui est dans le prolongement. Effectivement, si on veut que les enfants devenus étudiants puis citoyens et part d'une économie croissante européenne permettent l'adaptation et la croissance économique notamment de l'Union européenne, mais aussi, et je dirais même et surtout, certaines convictions intra-européennes dont nous devons être fiers, notamment le sujet d'une culture européenne commune, notamment celui d'une régulation du numérique et de l'intelligence artificielle, et aussi celui d'une conscience environnementale, qui ne sont pas forcément des cultures partagées par tous les coins, entre guillemets, du globe terrestre. Donc ces compétences-là qui peuvent constituer des citoyens éclairés et qui leur permettent de s'adapter et contribuer à la croissance économique spécifique de l'Europe sont absolument essentielles. Donc elles passent par des dialogues avec les branches professionnelles, bien évidemment, de leur vision, de leur croissance et de leurs besoins en termes de connaissances et de compétences de ceux qui vont permettre leur développement. Mais je pense qu'il nous faut aussi fortement insister dans nos systèmes éducatifs sur ces spécificités. Parce que, comme vous le disiez, évidemment qu'il faut une brique technologique, une conscience technologique de ce qu'est le numérique et l'intelligence artificielle. On ne peut plus aujourd'hui être étudiant, y compris dans les humanités, sans avoir une connaissance, une parfaite maîtrise, en tout cas une conscience de ce qu'est la technologie et de ce qu'elle peut apporter. Mais je pense qu'il nous faut vraiment insister sur certains points importants, et j'insiste notamment sur le sujet environnemental. La croissance avec laquelle le développement technologique se fait aujourd'hui va rentrer dans une impasse très rapidement, puisque les ressources qu'implique ce développement très accéléré des technologies du numérique et de l'intelligence artificielle vont conduire à une compétition avec les ressources vivrières. Donc si nous pouvons, nous, avoir un chemin particulier qui nous permet de former des étudiants conscients de ces aspects-là, je pense qu'on aura une vision autre des autres régions internationales. Et cette vision, de mon point de vue, sera extrêmement bénéfique pour l'avenir, de notre région et de notre jeunesse.
Merci beaucoup, Erwan. Toujours sur les compétences, Alexandra. Quels sont les objectifs de l'Union européenne dans le cadre de l'Union of Skills et plus particulièrement sur les compétences numériques? Yes, thank you. So you were referring to learners, you were referring to citizens, but I think that when we're looking at the reality today in Europe, in the 2023 DESI report, 50% of Europeans are lacking basic digital skills. This is worrying. And I think that looking not only at youth or school education or younger generation, we should understand that the skill gap is not only a technological issue. It represents a major economic and social risk. And in this sense, the Union of Skills is that's initiative which is a very ambitious, and it has a very ambitious targets. So first of all, by 2030, the goal is that 60% of adults will be upskilled. We also set the goal that 80% of the population will have at least basic digital literacy. So knowing to understand what is there in the digital, knowing to use critical thinking, and knowing to judge whether this is correct, whether this is right. 75% of the workforce reaching intermediate digital competency. So that's the Union of Skills, and of course Erasmus Plus is a central driver of achieving this goal. So through the Digital Education Plan 2021 to 2027, Erasmus Plus funds transformative projects and educational initiatives. We also have the Digital Skills for All. This is an example of a project enabling universities to develop modern, high-impact digital curricula. The European Student Card Initiative, which this is my main hat. There we push digital transformation in higher education institutions. So really to strengthen the digital infrastructure within institution, to promote thinking a bit outside the box, to issue the European student cards and to exchange student data in a digital and seamless way. So here I think that we need to see these various initiatives, the Union of Skills, ESCI, various projects within Erasmus Plus as a catalyst of rethinking the way we work, of rethinking the traditional, our traditional operations, let's put it this way. And I think that these efforts are not only about adapting to a new digital reality, but the goal is actually to build the future workforce of Europe, as we're living in a very unstable times, with the world changing, with a lot of instabilities and insecurities. And we need to make sure that the Europe of tomorrow will be able to act and to act properly. So I see that we're investing in Europe's competitiveness for the future. Merci beaucoup, Alexandra. Merci. Pasi, de votre côté, quels sont, de votre point de vue, les besoins sur le sujet de la part des bénéficiaires Erasmus? Yeah, I would say that teachers and youth workers need a new set of the digital skills in order to implement the Union of Skills agenda. So it's not about technical skills only, but it's also methodological skills. How to use digital tools, methods meaningfully, that they provide great added value. Like what is the digital pedagogy? How we support the learning and new learning methods. And of course, I think the challenge is that AI is developing so rapidly, and organizations, they need strategies or action plans how to implement AI. And also I would say that how to support the youth and learners to build strong AI literacy. But I think most of all, we have to understand that AI is of course technical innovation itself, but more importantly, AI provides a platform for new innovation. So we really have to highlight that AI provides a platform for the innovation. And that's how we can increase the productivity and competitiveness. Merci beaucoup à vous toutes et tous.
Glenda, would you like to continue with the next question? I will continue with question number 2. So following on from this first question on how to develop digital skills as a driver of competitiveness, we would now like to more explore the role of Erasmus+, and how does it support, accompany learners and organizations in their digital transformation? And for that, I would like to start with Alexandra as representative of the European Commission. How does Erasmus+ support this digital transformation? And could you tell us about some flagship initiatives that you were mentioning earlier on that really illustrate the program's commitment to digital transformation? Sure. So Erasmus+ is redefining the connection in the digital era. The goal is to ensure that learning mobility remains resilient and remains innovative. So an example that, well, there are many examples of projects, of initiatives, but one example I thought to bring is the beeps. Anyone knows what are beeps? Yeah? Yeah, good. So the blended intensive programs, that's short hybrid courses mixing physical mobility and virtual collaboration. And I think this is a very good example of how a model that proved vital during the COVID-19 pandemic and continues to expand and provides access and flexibility to learners. Now, when we look at the digital transformative strategy, this is an example of the deep digital transformative strategy backed by partnerships with the European Digital Innovation Hubs. So what are the European Digital Innovation Hubs? These are regional hubs, regional ecosystems where universities, businesses, and policymakers work together on AI, on the Internet of Tools, and cybersecurity. So that's another example how specifically this kind of initiative can bring us forwards. And other examples referring to what you have mentioned to AI, we have the AI Alliance for Education. This is a consortium developing ethical AI frameworks tailored specifically for education. Digital credentials, that's another flagship specifically for higher education, where digital badges are piloted in transforming how to well, basically, so non-formal education, non-formal learners receive these digital badges and they can include in their curricula, and we create here a link between education and employment. Other initiatives that can illustrate how Erasmus+ supports this priority is, of course, again, the ESCI. And here specifically, I think that when we look at the European Student Card, the fact that students can go to each program country when they're on mobility, present their student card, a digital or the plastic card itself with a hologram and the QR code, and access services on and off campus and validate their student status and enjoy all the benefits that they would enjoy in their home institution. That's, I think, the most practical example, which is also the closest to my heart. Thank you, Alexandra. Erwan, from a more theoretical perspective and your observations of practices within the French National Erasmus+ Agency, what advice would you have for Erasmus+ in how to support these learners and organizations in their digital transformation? En fait, Erasmus est comment dire, un catalyseur de collaboration européenne. Donc c'est le bras armé de la conscience collective et de la réflexion collective. Il y a, au travers de l'audit que j'ai pu faire depuis quelques années, pour moi, il y a deux champs dans lesquels Erasmus peut être un accélérateur. C'est déjà un accélérateur interne au sein des agences, de comment elles fonctionnent. C'est que le programme Salto, notamment, est un programme qui permet de mutualiser, de réfléchir ensemble au sein des agences nationales et de voir comment on peut transformer des pratiques au sein des agences. Et puis après, il y a ce que Erasmus, en tant que programme, peut soutenir. D'abord par la collaboration, les programmes TCA, enfin, c'est ce qui vous amène à être présent ici, les universités européennes, au travers de programmes dédiés. Et c'est vrai que sur l'ensemble de ces sujets-là, le programme Erasmus permet d'être un accélérateur et aussi un observatoire de ces besoins que peut ressentir une agence, une entité, une université,
et ainsi de comment on peut partager l'observation de ces besoins avec les échanges entre institutions européennes et ainsi de pouvoir construire des programmes d'appui, de formation, soit au sein des agences, formation interagences, échange interagences, et aussi au travers des programmes de formation universitaire. En tout cas, c'est absolument essentiel et c'est via Erasmus qu'on arrivera à aboutir à ce chemin, parce qu'on évoquait tout à l'heure une stratégie européenne dans le numérique et de l'intelligence artificielle. Une stratégie est certes dictée, exprimée, mise sur le papier par une entité, mais pour qu'elle soit opérationnalisée, il faut qu'elle soit partagée, et il faut qu'elle soit assimilée. Et je pense que Erasmus, là-dessus, est un levier important de ce qui peut permettre de passer d'une stratégie à un faire, et un faire qui puisse bénéficier effectivement aux citoyens ou aux futurs citoyens que sont nos étudiants. Donc c'est un programme absolument essentiel dans ce sujet de la transformation par le numérique et l'IA. Thank you very much, Erwan. Pasi, so Erwan was mentioning what are the more practical tools. I'll address myself to you. What materials have been developed by the Salto Digital in Finland and have proved efficient in supporting this digital transformation? Do you have some examples? Yeah, anyhow, we have wide range of materials and have been co-authorizing the digital strategy for Erasmus with Commission, but I would say the most impactful materials have been the one-pagers. We have been creating so short materials that translate the policies and priorities to measures and actions, so something that teachers and youth workers can use right away. And you know, sometimes it needs a bit consideration how the policies can integrate it the practical actions on the road level. So, and that's why we also collaborate with beneficiaries to know how to support them. But also I have to say that we need a lot of good examples and good practices. So these are something that also have an impact for the beneficiary organization. For example, how the digital transformation is kind of implemented in education or different sectors. Thank you, Pasi. Delphine, next question. Thank you, Glenda. Pour cette troisième question, nous voulions nous interroger sur comment encourager le développement des innovations technologiques avec un usage sain et responsable, tout en développant l'esprit critique. Première question plus précise, le Conseil de l'Europe a fait de l'année 2025 l'année de la citoyenneté. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce que cela recouvre et sur comment est-ce que le Conseil de l'Europe contribue à renforcer l'esprit critique des jeunes face aux algorithmes et à la désinformation? Thank you very much for the question. I have an advantage in those panels because I have a hearing aid, so I can always pretend I didn't understand the question and then answer whatever I wish. I already mentioned the European year, but what I'd like to say, and I think it goes right to the center of what I think was your question, is, and follows up on the discussion before, is how we involve young people into decision-making on policies in that area. But before I answer, actually, I think I'd like to give my place to Andreea as being the youth representative here on the panel, and perhaps hear that perspective from her first before I provide the view from the institutional perspective, if that is fine with the panel. Andreea was going to have her own question, but if she wants to answer this one, that would be fine. For sure. Thank you, Matjaž. I will, well, first let me take the translation off. I will start by saying that from my perspective, what is the core of the Erasmus, and some of the elements have already been mentioned a lot by the other speakers, is that Erasmus is transformative because it opens young people's minds, it shifts our perspectives, and it changes our life path. And this is also true for me. It empowers us because it gives us the skills, the confidence, and the opportunities to grow. And it also connects us. It builds cross-border friendships, networks, and collaboration, which goes beyond the formal education system. And I think one of the main aspects that at the moment is very important to bring in the discussion is the role of youth organizations, of us, young people, building the spaces for ourselves,
which is a critical aspect of the Erasmus program, and how we bring it from a student program to a young people program. And just maybe what Matjaž was hinting at, some time ago we were at the ministerial conference in the Council of Europe, the first one in 11 years. What we managed to do there is have youth ministers and young people at the same table, discuss about the future of Europe, and things that we agreed on, like active citizenship, how young people shape their democracies, and commitments that the ministers made, including France, are very critical for the discussion today. Because in a way, Erasmus brings young people out of our immediate environment, and we engage with new people. And this, in our recent study on unpacking the Erasmus program, shows a positive impact on the critical thinking skills, on creativity, on innovation, which again goes beyond the digital. Because in this age of digitalization and AI, the key question is how we develop our generation. And the aspect that, the central aspect of creating active citizens is exactly what underpins the Erasmus+. And this includes media literacy, which is very, very key. But in order to build active citizens, we must have the space to participate, to be empowered. And this is where, for example, the youth chapter in the Erasmus+ comes into play. Having dedicated funds for young people, for youth organizations is key. We can work together with universities, we can work together amongst each other to cooperate. But in order to have that, of course, we need dedicated budget. And I think I'm bringing the ball back to you, because I guess it was your question, if you also want to answer. No, I'll just add 30 seconds, because on what you mentioned before about the ministerial conference in Valletta. I mentioned before the co-management and 55 years of bringing young people into decision-making on youth-related policies. What we did in Valletta together with young people is that we brought this to a completely new level. Basically no longer limiting it to youth-related policies, because that distinction is artificial. There are no non-youth-related policies in today's world that would not affect young people and to which young people could not bring a contribution, a reflection. And secondly, it is no longer seeing this as a sort of concession to young people, but it's really seeing as an investment in the quality and relevance and effectiveness of our decision-making. And I'm bringing all that to our work on digital citizenship education. With the youth perspective, which was the policy instrument that was adopted in Valletta, we opened the way and we showed how bring young people's experience and perspective and creativity and innovation and disruptiveness and everything else you can think about into reflection and decision-making on all areas of public policy decision-making, including and especially when it comes to digital transformation. And I think that is an absolutely essential priority that I think we share both in Strasbourg and in Brussels if we want to get the things right. And I think that at the end of the day is and should be the objective of Erasmus as well. It clearly is a priority and how we shape policies in the Council of Europe. Merci, Matjaž. Glenda, some thought exchanges on next one? Exactly. I'll put my timekeeper hat on because we're running a little bit late, so there's a lot we could say. If I just invite my guests to try and talk and present your answers in 2 minutes, I know it's a challenge. So this next fourth question is reflecting on the impact and interaction of this priority of digital transformation as regards the other Erasmus Plus priorities, because we know there are 4 of them, but in particular the interaction between digital transformation and the priority of inclusion and diversity, as well as that of democratic participation and the EU values. Matjaž, a nice, sweet answer on what initiatives have been carried out during this special year, which is the European Year of Digital Citizenship Education, to support democratic participation. Do you have some examples to share? I mean, absolutely. First of all, the European Year of Citizenship Education was meant first to increase attention on the importance of investing massively more in education and youth participation in the context of digital transformation. Secondly, it was there again to mobilize the member states, organization, education professionals in
coming together, exchanging practices, exchanging ideas, exchanging problems, because there are two things that we can do wrong when we are dealing with such an unpredictable and rapidly evolving environment. First, that we don't innovate and we're not creative, and the other one is that we keep on reinventing the wheel. So I think one of the objectives was really to overcome these two risks, and thirdly was to develop policy solutions at the national levels, European level, but also very practical examples that I have already mentioned. And finally, we have, as a result of that, European year adopted at the conference last week in Ljubljana. The roadmap for the digital citizenship education until 2031, which provides the guidance for us at the Council of Europe, but also at national level, on how to steer this process and this cooperation in order to find solutions that will be adapted and effective to the, as I said, challenges that some of them we know and most of them we don't know yet. Thank you, Matjaž. Alexandra, what links would you identify here between this priority of digital transformation and that of inclusion, democratic participation? Sure. So actually, when we look at the digital revolution, let's call it, it brings major opportunities as well. And specifically in terms of inclusion, I will provide an example for Erasmus Plus. It supports accessible digital learning environments and provides inclusion grants. So this is, that's an interesting point. The inclusion grants open participation to marginalized groups, including refugees and learners from disadvantaged backgrounds. In terms of democratic participation, an example is the European Citizens Lab, where projects use digital platforms like EU policy debates and election simulations, cross-border dialogue, building digital civic competences specifically, and strengthening European identity. When we look at European values, I think we can all agree that Erasmus Plus promotes transparent, rights-based digital practices. So encouraging openness, fairness, and trust in emerging technologies through projects like listed before and through discussions and collaborations that were presented also by my colleagues here. Thank you very much. Pasi, a couple of examples that are specifically linked to this inclusive approach to digital transformation? Yeah, well, I think the digital transformation really synergizes the other priorities like inclusion and participation. And our newest focus is on AI and inclusion and AI and participation, because AI changed this formula a lot. So how we can utilize AI to participate, to get learning access to information more inclusive, but we also have to realize that there are a lot of disinformation that we have to tackle. And AI is using to produce the disinformation. So, and this is very important topic. So we will have materials on these topics. And I have to say that, okay, the value of the digital transformation is especially when we look to inclusion of learning or youth or participation, not in transition. So digital is just a technology, but value comes via other priorities. And Andreea, how do digital developments encourage cooperation between youth organizations across Europe? Thank you. Youth organizations cooperate, and we've been doing this for a long time. What is critical is this element in the Erasmus Plus. And just a few examples. I was just talking with our member organization, European Union of Deaf Youth, and they have been running some great projects looking at inclusivity of young deaf women, how deaf people can impact and work with the priorities of the European Union. And these are just some examples of where inclusivity can meet, for example, digital or other topics. And this is why I was mentioning earlier the importance of the youth chapter, which we are a bit afraid might get scrapped from the next proposal for the MFF, because what we have as numbers is as activities within the youth chapter have consistently been more inclusive. 35% of the participants are young people with fewer opportunities, compared with only 15% in the wider Erasmus program.
And data speaks volumes on this. The 2023 annual report of Erasmus Plus shows that 35% of participants in the youth chapter are young people versus 17% in VET, 19% in higher education. So what we need to look at is where does the Erasmus Plus work, what we can keep to go forward. For us, simplification matters, focusing on priorities matters in terms of the European Union, and we understand the necessity to focus on the digital transformation. But what goes beyond that? What does that work at the program? We need to keep the points where it matters. We need to simplify where we have clear data that it could work better this way. Maybe this is one message I would like to bring forward that is important for young people. And of course, just to squeeze in one policy priority, after our study for the Erasmus Plus to become truly inclusive, because we know the European Commissioner also values having a right to an Erasmus, we think that the budget needs to be multiplied by 5 times to go into the right direction. So we are talking numbers if we want to continue involving young people and support youth organizations to be more inclusive and to survive these digital divides and shrinking civic space. Thank you, Andreea. Merci Delphine, beaucoup. a final question to wrap up the roundtable. Oui, dernière question avant qu'on donne la parole à la salle. Peut-être en 1 ou 2 mots ou en une phrase, chacun d'entre vous, quels sont vos espoirs ou vos souhaits à l'horizon 2030, s'agissant du digital évidemment. Andreea. To continue what I just started mentioning a bit earlier, we have the MFF on the table, the multi-annual financial framework. And apart from discussing budgets and how big they need to be, what we need to foster, and some of us have mentioned a lot of elements about active citizenship, media literacy, having young people prepared for this, for that. What we need to safeguard are also, again, maybe what makes Erasmus Plus successful? What makes the European Solidarity Corps successful? The fact that it just goes beyond a project that prepares us for employment. It prepares us for life. It prepares us to be active citizens, to be prepared in the societies. Therefore, apart from having a youth chapter, which we hope to have and hope that we get the support of member states and members of the European Parliament on this dedicated chapter for young people, the next iteration of Erasmus Plus program must also include a corresponding earmarking in the budget of minimum 15% for the youth chapter to be able to fully focus on participation of young people and to really focus on keeping all the components together. And apart from that, at the moment, since the European Solidarity Corps is not part of the proposal, we truly believe that it also needs to be preserved there. France has the service civic, and I think people in the room truly understand the true nature of solidarity and volunteer-led projects. This needs to be part there in a dedicated, again, aspect under the program. So I think this is it in short. Everything is detailed in our Erasmus More Europe campaign, and I am very happy to share also with the speakers, but also with the room, our amendments to the regulations proposed by the European Commission to go into more technical details. But I think the hope of young people is to have your support on board as member states, to bring the message forward when you meet with the decision makers to truly have a space for young people in the next budget. Thank you. Pasi? Yeah, just reflecting the digital priority in Erasmus Plus. So maybe the conception of the digital is not well advanced yet, because I think we have to see that the digital is a tool for thinking. It's a cognitive tool, cognitive amplifier, tool for collective intelligence, tool for innovations, tool for well-being. But I hope that we will have a very human-centered focus on the digital transformation in Erasmus in the future, and also that we see really that we have to support more innovations in the program. Alexandra? To be short, I would say that the goal is to have a future-proof European digital education system. And I would say that's from my side.
Ok, Erwan. C'était très court. Donc indiscutablement, formons et éduquons la jeunesse et l'ensemble des citoyens européens à ce qu'est la technologie numérique IA et aussi à l'esprit critique qui doit aller avec. Donc ce n'est pas uniquement un sujet technocentré, c'est aussi un sujet d'humanité. Et puis aussi, soyons fiers, et surtout, j'irais même, soyons fiers de nos spécificités européennes. C'est-à-dire que nous devons promouvoir une technologie qui soit respectueuse des citoyens, qui soit fier de sa régulation et de la vie privée de l'ensemble de nos citoyens. Et puis nous devons probablement pousser plus que nulle part ailleurs un développement du numérique et de l'IA qui soit respectueux de l'environnement. Donc si nous devons avoir des vraies spécificités, des vraies stratégies qui nous distinguent d'autres régions, c'est probablement celle, parce qu'il y aura des vraies tensions à venir, qui soient respectueuses d'une technologie respectueuse de l'environnement. One of the irritating things when you go around and discuss this subject is that you start counting how many people say that we have to maximize the benefits and minimize the risks when it comes to technology. And to be honest, I don't think anyone said it yet today, at least not directly. But what I wish until 2030 is that we finally actually start really acknowledging the magnitude of the challenges and match that with the investment in education, in young people, to empower them, to provide them with skills and competencies necessary to use that technology and manage that technology with skill, ethically, both when it comes to environment, when it comes to social costs, because it's not automatic, there's a social cost to the use of that, and intelligently. I think that the idea that using artificial intelligence makes us automatic more intelligent is a bit far-fetched. A few years back, we invited Timothy Snyder to talk at the council. We said because of the use of the internet, people are 20% more stupid than they were 10 years ago. And the only reason nobody notices that is we are all collectively 20% more stupid. And I think artificial intelligence can add to that percentage if we're not going to be careful. And finally, what I wish for 2030 is, until and beyond 2030, is that Europe collectively remains strong enough to retain its commitment and its right to regulate that field. Mm-hmm. Because the pressure that we are under, the idea that regulation, any regulation, is an obstacle to progress and economic development is coming with great risks. Mm-hmm. And if we are ready to accept in any other area that regulation is necessary, we all believe we have to reduce the use of the fossil fuels, but doesn't mean that you can splinter atoms in your garden shed. Mm-hmm. So I think that we need to apply that logic, that the artificial intelligence is a transformative technology that has enormous potential, but in order to harness it properly and effectively to the interest of everybody, we also need regulation. Thank you. Merci, Matjaž. Glenda, quelques questions peut-être? Yeah, we're running a little short on time, but we wanted to open up to the audience if there's any reactions, any viewpoints. What are your thoughts about the future, your hopes, your expectations for Erasmus Plus Digital in 2030, or maybe reactions to the opinions, positive opinions for the looking to the future with hope in 2030 for Erasmus Plus. Don't hesitate. We might have 1-2 minutes to react. Okay, we already have 2 reactions over here. We'll just have the microphone. If you could just introduce yourself. Sure. En français ou en anglais, comme vous voulez. Bon. Whichever you're more comfortable. Je viens de la France, donc en français, Bernie Hasenknopf, Sorbonne Université. Merci déjà pour toutes les contributions. Vous avez commencé la contribution par parler de la compétitivité. Et vous avez très bien exposé pourquoi la digitalisation va augmenter la compétitivité de l'Union européenne ou de l'Europe dans son ensemble. Il y a un outil qui a été relativement peu mentionné, je l'ai entendu une seule fois, c'est les universités européennes, les alliances d'universités européennes. Donc si je combine ça veut dire que les alliances d'universités européennes peuvent améliorer aussi la digitalisation et donc peuvent contribuer à la compétitivité.
Et donc, j'arrive au problème d'Andreea qui dit qu'il faut augmenter le budget. Donc, est-ce qu'on peut aussi les financer à travers le fonds de compétitivité? Vous parlez des alliances. C'est une possibilité. Ce n'est pas impossible. La future réglementation prévoit une fongibilité entre les programmes, en fait. Beaucoup plus souple que ne l'était la programmation précédente. Bonjour tout le monde. Donc, personnellement, je suis tellement contente d'être ici parce que je viens des Outre-mer, donc je viens de l'île de la Réunion. Et c'est vrai que beaucoup d'entre vous, on vous connaît par rapport aux mails qu'on s'échange. Donc, de mettre un visage, c'est vraiment très bien. Je voudrais rajouter pour mettre un peu en lumière nos Outre-mer. Tout ce que vous avez dit, en fait, c'est une réalité, c'est accessible quand on est à l'Hexagone. Mais c'est vrai que rien que le fait de faire une simple mobilité pour un ultramarin, c'est autre chose. Et dans vous, les décideurs qui êtes là, donc si dans vos décisions au niveau de l'UE, vous pouviez penser, déjà il y a les jeunes européens qui sont en demande, mais des jeunes, surtout dans le secteur informel, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'il y a un regroupement de l'éducation et des secteurs informels, parce que personnellement, c'est plutôt dans le secteur informel que j'ai choisi de développer Erasmus+, parce que c'est un dispositif tout simplement incroyable et qui permet à toute jeune, sans distinction, scolaire ou non scolaire, de pouvoir effectuer une mobilité. Donc c'est tout simplement incroyable, mais c'est vrai que venant des Outre-mer, faire une mobilité, c'est une autre logistique. C'est des calculs au centime près, et je discutais avec des collègues, on ne se loupe pas de la même manière. Parce que nous, quand on se loupe, c'est un billet qui était à 1200 qui est à 1700. Quand on se loupe, c'est pas les... En fait, on n'a pas la même possibilité de se rattraper en sachant bien qu'il y a le secteur informel qui reste peu développé. Donc, il y a encore des possibilités de faire des choses parce qu'on a déjà une première problématique qui est ce sentiment européen. On est loin, on a des cultures différentes, les Outre-mer sont multiples. Dans la région dont je parle, océan Indien, c'est encore d'autres réalités, mais on est des RUP, c'est-à-dire que nous, on a la possibilité d'accueillir tout ça parce qu'on a la jeunesse, on est des RUP, mais il y a toujours un peu ce décalage entre ce qui sera accessible à l'Hexagone pour nous, Français, et quand ça sera implémenté au niveau de chez nous, les îles. Le décalage, il est important. Donc, si vous avez des expérimentations sur tout ce qui est développement digital et tout ça, venez chez nous, bien évidemment. Venez créer les universités chez nous, parce que nos jeunes, à nous, quand ils sont en difficulté, c'est-à-dire les problèmes des réseaux sociaux, parce que c'est souvent l'image qu'on a de tout ce qui est numérique, tous ces jeunes-là, si on arrive vraiment à les porter dans ce courant, à les sensibiliser, parce qu'ils passent beaucoup plus de temps qu'ici, enfin, ce n'est pas vraiment la même réalité. Donc moi, je voulais vraiment mettre en lumière nos Outre-mer qui ont ce besoin. Et dans les dispositifs, pensez à notre réalité, où nous, on est des assos, donc on ne gagne rien. C'est-à-dire financièrement, on ne gagne rien en faisant de l'Erasmus, financièrement, mais humainement, c'est tellement important parce que ne serait-ce que notre aéroport où on a l'habitude à Saint-Denis, quand on arrive à Charles de Gaulle, c'est notre réalité pour nous. Donc de là à nous parler de toute cette mobilité-là, ça reste très loin, alors que nous sommes des Européens à part entière et nous avons cette envie et il faut absolument promouvoir le côté Europe dans les Outre-mer, surtout via Erasmus, parce que c'est vraiment un dispositif super génial qui existe et que nous, les ultramarins, on en a besoin encore plus que d'autres qui sont au niveau du vieux continent. Donc, c'était vraiment pour mettre en lumière nos Outre-mer et vous encourager, vous demander de vraiment nous regarder parce qu'on a des... dans les soumissions, il y a toujours... c'est vrai que le côté Discover, moi, quand j'ai vu... Mathieu, j'étais très contente de le voir parce que je ne le connais qu'avec les conventions. Donc, ils ont vraiment mis en place quelque chose de génial qui est de voir nos spécificités et qui est très bien parce qu'ils font des formations
pour l'Hexagone et d'autres pour nous les ultramarins, c'est pas pour nous discriminer, mais c'est quelque chose dont on a besoin parce qu'il y a un petit décalage qui est de fait de notre histoire. Donc merci beaucoup et pensez à nous dans vos décisions au niveau de l'Europe. Merci. Thank you for this important reminder. I think with that, one last question. A reaction over here. The microphone is on its way. Bonjour. Je voudrais revenir sur la notion d'époque digitale. Ça fait quand même un petit moment que Erasmus va vers le digital, mais ça fait 3 ans maintenant que l'IA générative est arrivée, et je pense que le digital n'a plus du tout le même sens qu'il y a 3 ans. Ça a été un peu évoqué dans les discussions. Il y a une dimension d'impact écologique de ce digital aujourd'hui qui est absolument énorme. Et donc on vit tous dans une sorte de contradiction où on se dit il faut aller vers le digital et en même temps on sait très bien que c'est catastrophique par rapport à l'impact écologique. Et on sait que l'Union européenne en ce moment c'est un peu... on est un peu perdu dans ces 2 notions. Il faut aller à fond vers ça et puis en même temps on va dans le mur. Alors Erasmus c'est un des rares leviers européens qui peut avoir un impact un peu systémique et en plus éducatif pour les jeunes générations, pas seulement, mais aussi pour les jeunes générations. Comment est-ce qu'on peut jouer un rôle tous ensemble avec Erasmus pour être un peu responsable par rapport à cet impact hallucinant qui croît, non pas depuis 10-15 ans, mais qui croît vraiment depuis 3 ans, et c'est très impressionnant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Merci. So I see Pasi and Erwan who are eager to answer. Yeah, this is quite big and important topic, and especially related to green skills. So we have to think very systematically. So if we can reduce our flying or traveling by train, because trains have more emissions than AI. And of course, if I take a flight from Helsinki to Brussels, I can, for example, do 2 million of Google search on that emission. So another thing is that we have to think about it that, okay, we cannot kind of save the planet. We cannot have the green transition without the technology and without the AI to optimizing the logic and optimizing the energy consumption. So we have to think very systematically. But anyhow, I think that we have to save all the jobs we can. Erwan. Oui, alors déjà, comme on le disait, Erasmus, c'est un lieu structuré de la discussion concertée. On parlait des saltos, il y a un salto green aussi, il y a un salto donc, numérique. Et le simple fait que les agences soient déjà porteuses d'une réflexion commune en interne est intéressant. Et ensuite, au niveau des programmes et au niveau plus spécifiquement de ce que vous disiez, à savoir l'intelligence artificielle générative, il est clair qu'on a un vrai sujet, qui est une accélération d'une technologie avec un impact environnemental qui est considérable et qui est considérablement croissant. Donc, il nous faut avoir une perception collective pour qu'on ait ensuite une réponse collective à ce sujet. Et je pense que c'est tout l'objet justement d'être Erasmus ensemble, c'est que ces constats que nous partageons avec d'autres sujets structurants en fait de cette transformation technologique, la régulation, le respect des données personnelles, le sujet environnemental, ce sont des éléments extrêmement structurants de ce que doit être un développement technologique, et en particulier d'intelligence artificielle générative européen. Ce sont des vraies spécificités qu'on peut avoir, sachant ce qui existe et ce que nous observons déjà à l'étranger. Nous voyons aux États-Unis déjà en fait, des mouvements populaires qui commencent à s'opposer très fortement en fait, au développement des data centers. Parce qu'il y a une compétition, notamment avec la ressource en eau. Nous savons ça, donc nous le constatons, et donc nous pouvons prendre des décisions en lien justement avec l'analyse de ce qui se passe déjà à l'étranger. Donc je pense que c'est quelque chose que nous avons déjà en tête. Il faut être fier notamment d'une chose, c'est que le seul, développeur d'une intelligence artificielle générative qui a publié ces données environnementales, c'est Mistral.
il y a une publication sur laquelle vous pouvez accéder sur Internet, publiée en juillet dernier, des impacts environnementaux à la fois de la période d'apprentissage et de l'utilisation de Mistral. Donc nous avons déjà en fait une identité propre sur les sujets régulation et les sujets environnementaux. Donc allons plus loin. Et il est clair que le levier Erasmus permet d'avoir une réflexion collective à l'échelle européenne. Il faut en être fier. Je ne peux pas parler au nom de l'agence Erasmus, bien sûr, mais je voulais juste ajouter que, peut-être répéter que l'investissement dans le développement technologique qui est nécessaire absolument doit être accompagné par un investissement dans l'acquisition des compétences et des connaissances qui sont nécessaires pour une utilisation éthique, responsable et intelligente de cette technologie. Et ce n'est pas toujours évident parce qu'il y a quelques jours, par exemple, l'ancien ministre d'éducation du Royaume-Uni, Michael Gove, il a demandé qu'on réduise les heures de l'enseignement d'éducation civique dans les écoles parce que ça prend trop de temps de l'enseignement technique et technologique. Et c'est ça la logique. C'est la logique qui est dangereuse. Pas effectivement le soutien à un développement technologique qui est nécessaire, qui est là, qui est évident et qu'on en a tous besoin. Mais qu'effectivement, on n'est pas assez conscient que ça doit être accompagné avec un investissement aussi très important pour être capable de gérer et de profiter de ce développement en ligne avec les valeurs que qui nous sont toujours pour le moment très importants ici en Europe. Merci à toutes et tous. Je vous propose que un petit tonnerre d'applaudissements pour nos intervenants. Vraiment, merci beaucoup.